Alors, Houda, bonjour. Bonjour, ça va, Merci Hannah? beaucoup. Ça va, alhamdoulilah, le vertig. Je te remercie infiniment d'avoir accepté de faire cet atelier pour nos entrepreneurs. C'est Pour, le plaisir est pour moi. J'adore rentrer en contact avec les personnes qui veulent construire le futur de notre région de demain. Merci beaucoup, Houda. Merci infiniment. Je vais juste rappeler aux personnes qui nous suivent que cet atelier est enregistré et diffusé en live en même temps sur YouTube, sur notre plateforme Facebook aussi et la plateforme Facebook et Facebook de 2M. Donc, ils peuvent nous suivre à travers les différents liens. Et voilà, Houda, donc, comme expliqué, on va lancer ton atelier. Je te donne la parole et ensuite, on prend les questions des entrepreneurs et des gens qui nous suivent et je les laisse pour la fin, Inch'Allah, je te les pose. Merci beaucoup, Hannah. Je commence. On va parler commerce et distribution aujourd'hui. Donc, moi, c'est Eudexus. Je suis experte en commerce international. C'est ce que j'ai fait pendant mes études, que ce soit mon étude avant et après le master, donc master et undergrad que du commerce international. Je suis consultante formatrice, entrepreneur et aussi actrice de la société civile. Parlons commerce et distribution en 1 heure, c'est vraiment un challenge pour moi. Donc, pas évident d'en parler, c'est plusieurs modules, c'est plusieurs choses, mais j'espère que je vais vous donner un avant-goût. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le live. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, le commerce, qu'est-ce que c'est? Elle désigne l'activité économique d'achat et de revente de biens et de services, en particulier l'achat dans le but de revendre avec un profit ou un bénéfice. Donc, celui qui achète pour distribuer gratuitement, ce n'est pas du commerce, mais celui qui achète pour créer de la valeur ajoutée, c'est du commerce. Donc, ça peut être un bien comme ça peut être un service. Et il a ses propres lois qui recueillent dans les codes de commerce. Chaque pays, il a un code de commerce, le Maroc aussi, mais il y a aussi des juridictions internationales qui vont réguler ce commerce. La plus connue, on va dire, c'est les Incoterms, donc les conditions économiques pour faire de l'export de biens, encore une fois. Et ils ont des finalités pour tout le commerce, c'est pour finalité pour faire des profits, beaucoup d'activités économiques, professionnelles, aussi comme l'éducation, la culture, la médecine, la justice, l'architecture, ne révèlent pas du domaine du commerce, mais des lois des tribunaux civils et administratifs. Donc, l'Organisation mondiale du commerce, c'est celle qui chapeaute un peu ces activités et elle est très active. Tous les membres travaillent pour moderniser ce commerce et d'où plusieurs choses sont actualisées principalement chaque année, mais avec de grandes, on va dire, de grandes avancées chaque 5 ans. La distribution, sur le plan économique, la distribution désigne l'ensemble des services qui permettent de mettre à disposition du consommateur final des produits et des services. Ces services sont pris en charge par les entités comme des entreprises. Donc, un service, il n'est pas palpable. C'est principalement quand vous créez, par exemple, un site web, c'est un service. Quand vous vendez une baguette, c'est un produit, c'est un bien. Stratégie. Pourquoi je dis stratégie? Parce que c'est bien de parler commerce et distribution et vous dire voilà comment ça marche, mais avant on va parler stratégie parce qu'il faut toujours en définir. Quand on définit une stratégie, on prend le temps de bien la définir, on va beaucoup plus vite. Donc, pour pouvoir définir ces stratégies de gestion de la stratégie, vous avez besoin de 3 éléments. Les choix stratégiques, la position stratégique et la stratégie en action. Ces 3 éléments vont répondre à 3 questions. La première, où voulons-nous être? La deuxième, où sommes-nous actuellement? Et la troisième, comment y parvenir? Donc, où le futur, on se projette dans le futur. La position stratégique, c'est aujourd'hui. Et comment y parvenir, c'est le plan d'action. Donc, on a une partie qui est sur le long terme, et la dernière partie qui est le plan d'action qui est sur le court terme. Et donc, vous devez savoir d'avance où est-ce que vous allez. Ça vous évite de dévier
de votre tracé et de perdre du temps. Si vous avez des objectifs qui sont bien fixes et stratégiques, vous y arriverez beaucoup plus simplement. Sur un plan commercial, donc s'il y a comme on a dit, il y a une vision plus long-termiste. Et là, on va faire, pour y arriver, pour trouver une position, on a plusieurs outils. On a l'analyse Pestel, que vous avez certainement, ceux d'entre vous qui ont fait une école de commerce ou en économie, ils connaissent. Le Porter, il y a le SAM, l'analyse, le GE Matrix de McKinsey, le SWOT aussi, qu'on utilise tout le temps. SWOT, c'est opportunité, faiblesse, menace et force. Et aussi le SWOT stratégique, où je veux être, qui est notre mission, notre framework et les objectifs stratégiques. Sur le court terme, comme je vous ai dit, la stratégie, elle est mise en action. Et là, on a besoin de définir des objectifs spécifiques. N'oublions jamais que les objectifs doivent être très, très smart et implémenter les stratégies marketing mixtes et choisir aussi comment est-ce qu'on va, on va mettre tout ça en place, quels sont les canaux et quel est le budget à mettre en place. Où sommes-nous actuellement? L'analyse du marché. On va faire de l'analyse pour définir l'offre et la demande. Et on a quelques outils. Je vais vous en donner 3. Donc, la matrice d'audit de services pour ceux d'entre vous qui font des services et le SWOT pour ceux d'entre vous qui peuvent utiliser aussi pour les services, mais principalement pour les biens. Donc, cette analyse du marché offre, elle a pour but de fournir des outils pour décider quels services peuvent rester inchangés. Donc, si vous avez des services, vous avez besoin de les évaluer, dire je maintiens ou je ne maintiens pas. Ou peut-être qu'on a besoin de les restructurer et les reconditionner. Donc, pour maintenir la pertinence des activités, il est essentiel d'avoir le courage d'abandonner ou de restructurer certains services. Celui qui trouve qu'il y a un service qui est très innovant, un jour, il veut le maintenir tout le temps. Croyez-moi, il y a une avancée technologique, il y a aussi de l'apprentissage, il y a aussi de la concurrence. Il faut à chaque fois se poser les bonnes questions et savoir comment est-ce que vous voulez l'améliorer, le reconditionner ou carrément l'abandonner. Parfois, l'abandonner coûte moins cher. Donc, quelques questions. Pourquoi ce service a été développé? À quelle fréquence? Combien de clients? Quelle est la dimension? Les coûts aussi, c'est très important pour pouvoir évaluer quoi que ce soit qu'il y ait une partie de coûts. Pour l'analyse de marché de l'offre, la concurrence est très importante. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez arriver à le faire, vous avez aussi besoin de garder l'œil sur votre concurrence. Vous savez, quand vous êtes en voiture, vous avez les rétroviseurs. Vous en avez deux, un au milieu et un à côté. Donc, vous regardez ce qui se passe devant vous, mais vous regardez aussi ce qui se passe derrière vous. C'est là où vous avez besoin de tout le temps, pour aller droit, de regarder devant, ici et derrière. Et c'est important de regarder dans tout ça, cette concurrence, ceux qui sont à côté de vous et qui soit vont offrir des services qui sont semblables, que vous avez à ceux que vous proposez, mais aussi il est nécessaire d'inclure dans votre analyse les concurrents actuels et les concurrents potentiels et futurs. Donc, il faut faire un peu d'intelligence marché, d'intelligence économique et d'aller vers la source de l'information. Donc, ces informations, vous pouvez les trouver en parlant avec ceux qui s'y connaissent, de suivre les dernières technologies ou les forums qui sont dédiés à votre secteur d'activité, comme c'est fait lors de salons comme le nôtre, pour s'inspirer et savoir ce que font les uns et les autres. Pour cartographier la concurrence, il y a plusieurs questions. Qui, où, quand, à combien et qui est inclus. Donc, quelques questions pour pouvoir les identifier. Pour la demande, pourquoi est-il important de connaître les besoins de vos clients? C'est
très important pour comprendre votre positionnement actuel et potentiel dans la prestation des services. Donc, si vous comprenez que vos clients, c'est des clients qui vont, par exemple, grandir, si vous offrez maintenant un service éducatif pour les étudiants de baccalauréat, ben, ces étudiants de baccalauréat, ils vont passer au supérieur et peut-être qu'ils auront des besoins aussi du supérieur et comme ils connaissent déjà votre service, votre plateforme, ils seront plus tentés de rester avec vous. Mais aussi pour comprendre vos clients potentiels, ceux qui vont peut-être arriver dans le futur. Savez-vous quels sont les besoins de vos clients, à qui pouvez-vous demander et quels sont les outils que vous pouvez utiliser? On a parlé de SWOT. SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, il y a une partie qui est en interne, qui sont les forces et les faiblesses. Il y a une partie qui est une analyse externe, qui sont votre environnement. Et donc, quelles sont les opportunités et menaces de votre environnement sur lesquelles vous devez soit saisir une opportunité, soit faire attention à une menace pour essayer de la contrecarrer. Les divers outils disponibles sont énormes. Donc, il y a des données quantitatives. Vous pouvez échantillonner des personnes ou faire du recensement, trouver des informations sur Internet, envoyer des courriels qui sont des emails, appeler par téléphone pour avoir ces informations ou des données qualitatives qui sont les entretiens structurés, les panels et le groupe de discussion, comme je vous ai dit, les rencontres régulières, les séances d'information et aussi des rencontres occasionnelles. Mais l'information existe, il suffit d'aller la chercher. Vous avez besoin de comprendre où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Donc, ça, c'est les grandes questions sur cette partie-là. Pour ce faire, vous avez aussi besoin de comprendre votre offre, l'offre de vos concurrents, que ce soit sur les biens et sur les services, et identifier quelles sont vos forces, vos faiblesses, les menaces et les opportunités qui se trouvent sur le marché. Pour aller plus vite, on m'a dit où voulons-nous être et se faire des objectifs, comment y parvenir, ça c'est le plan d'action opérationnel. Et le plan d'activité opérationnelle va commencer avec trois étapes différentes. La première étape étant de définir les objectifs et le groupe cible. Pour ce faire, il y a des questions pour vous aider à fixer des objectifs à court terme. Pour quel segment de clients? Pourquoi proposer ce service? Quelle est votre proposition de valeur? Pour quand? Combien le client devrait utiliser ce service ou acheter ce bien sur une année? La deuxième étape, c'est de définir encore les objectifs. Question pour vous aider à déterminer le segment, la liste, de lister les groupes de cibles, les différencier par type. Est-ce que ce sont des associations? Est-ce que ce sont des institutions? Est-ce que ce sont des grandes entreprises, des TPE ou des individus? Et comment se caractérisent ces groupes de cibles? Quelle est leur activité principale et quels sont leurs rôles dans l'entreprise? Disons par exemple que votre produit est destiné à de moyennes entreprises, mais au sein des moyennes entreprises, pas tous les services vous intéressent, que le service marketing vous intéresse. Par exemple, si vous faites du digital marketing, votre cible est principalement les responsables marketing s'ils existent au sein d'une structure. Sinon, c'est le service commercial marketing s'ils sont tous les deux regroupés. Et dernière question, ont-ils l'expérience des services fournis par votre entreprise? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont déjà fait appel à acheter des services ou des biens qui se ressemblent aux vôtres? Est-ce qu'ils connaissent les produits ou est-ce que vous avez besoin de les éduquer? Et ça, c'est une autre formation. On va définir le cycle d'achat et comprendre quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir vendre un produit ou service. Deuxième étape, évaluation préliminaire, donc les options pour la prestation de services et les concurrents spécifiques.
Encore une fois, quelques questions. Avez-vous les capacités humaines et financières internes nécessaires pour concevoir et fournir ce service? C'est très important parce que souvent, on se dit, voilà, on peut le faire, on peut le faire. C'est facile, je suis un expert, je vais me lancer et je vais le faire. Mais réellement, si vous vous lancez, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que vous avez la possibilité de grandir ou est-ce que vous êtes monoproduit, monoservice, très limité dans les temps? Je vais vous donner un exemple, par exemple. Si vous choisissez de faire de la plomberie, c'est juste un exemple, et vous n'avez qu'un seul plombier, vous êtes le seul plombier, et vous ne spécifiez pas l'espace où vous êtes. Et là, vous êtes travaillé sur, par exemple, toute la ville de Marrakech. Toute la ville de Marrakech, si vous voulez faire un périmètre, il y a un client qui vous appelle à Hamid et le prochain client qui vous appelle, il est à la Palmeraie. Ça va vous prendre 1 heure pour aller du premier au deuxième. Ça veut dire 1 heure où vous ne voulez pas travailler. Donc, quelles sont vos capacités humaines? Et sachez qu'en évaluant vos capacités humaines, financières et logistiques en interne, vous pouvez savoir quel est votre potentiel de vente et qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, si vous répondez je ne peux pas servir tout ce périmètre, peut-être que la deuxième question qui sera plus pertinente est avec qui je dois m'établir en partenariat pour pouvoir arriver à mes objectifs. Peut-être 2 ou 3, les segmenter, rester à côté. Et aussi, qui devraient être vos principaux concurrents pour ce service spécifique? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Comment est-ce qu'ils se positionnent? Donc, sur cette partie, vous avez un produit, vous avez un service, vous voulez le distribuer directement. Donc, vous êtes en prestation directe. Ou vous êtes en partenariat. Comme je vous ai dit, vous faites une alliance avec d'autres prestataires de services ou d'autres personnes pour pouvoir le faire. Il y a la possibilité de faire aussi une distribution indirecte. Ça veut dire que vous allez sous-traiter ces services à une entreprise ou vous allez carrément les renvoyer. Par exemple, vous êtes un site web qui va regrouper les besoins en plomberie et vous avez une application pour programmer des rendez-vous. Vous ne faites pas forcément vous-même la prestation, mais vous renvoyez vos clients vers des prestataires existants pour pouvoir le faire. Donc, le renvoi, il y a moins d'implication de votre entreprise, il y a, on va dire, moins de ressources pour être en contact direct avec le client final, mais sur la prestation directe, vous êtes très, très impliqué. Encore sur l'étape 2, donc en parlant de partenariat, c'est le réseau de fournisseurs et de partenaires qui se complètent mutuellement pour aider l'organisation à concevoir et à fournir des services. On est sur du win-win. Si ce n'est pas du win-win, ça ne va pas être durable et vous devez refaire encore votre plan stratégique. Question pour vous guider dans l'analyse des concurrents. Donc, qui sont mes principaux concurrents sur le marché? Qui sont leurs principaux clients? Quel genre de services offrent-ils? Que savez-vous sur leur réputation? Quel est le coût du service? Et plus. Troisième étape, stratégie de marketing. Vous savez que le marketing, il y a 2 choses dans une entreprise qu'on ne peut pas sous-traiter. C'est le marketing et la vision. Donc, c'est 2 choses que vous ne pouvez pas faire. Toutes les autres, vous pouvez les sous-traiter. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sous-traitent la partie comptable financière. Il y en a qui sous-traitent la vente. Mais ces 2-là, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez besoin de les faire vous-même. Donc, il y a des stratégies des 7 P. Il y a le prix, la promotion, les personnes, l'environnement physique, le process, le produit et la place qui est l'endroit, le lieu. Les questions pour vous aider à adapter la stratégie de marketing 7P à la prestation de services. Produits, quelles sont les caractéristiques valorisantes et les principaux points forts de votre service ou de votre produit? La position, quels sont les canaux de distribution
on parle aujourd'hui de commerce et distribution, les plus efficaces pour ce service ou ce bien. Remarque, la proximité est un avantage très, très important. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, moi qui ai vécu avant l'avenue des supermarchés, même avant les hypermarchés, quand les hypermarchés venaient s'installer dans les villes, ils ont cru que les épiceries vont fermer boutique. Croyez-moi, ils représentent, je pense, ça dépend des régions, mais en pourcentage, environ 60% du marché de la distribution. Donc, on est sur du 60 pour le traditionnel et 40 pour le moderne, pour la simple raison qu'ils ont cet avantage très, très important qui est la proximité. Plus vous êtes proche de vos clients, plus vous avez une chance à vendre et aussi de maintenir. Donc, vous pouvez vendre sur site, ça veut dire in situ, chez vous, en interne, par téléphone, par courrier ou par email. Et à la fin, il y a aussi la possibilité de le faire en site web. Il y a aussi les plateformes maintenant, il y a les marketplaces, Amazon, Alibaba et autres. Il y a même le Facebook Marketplace. Donc, troisième étape, la stratégie, la stratégie, c'est le prix. 3 facteurs déterminent les stratégies de tarification. Quel est votre modèle commercial? Quel est le coût du service ou du bien? Et quelle est l'analyse de la concurrence? Donc, une fois que vous avez les réponses à ces questions, vous pouvez le faire. Des options de tarification différentes peuvent être choisies. Il y a vous voulez juste couvrir vos coûts sans faire de profit. Et ça, c'est principalement quand vous voulez lancer un produit pour la première fois et que vous voulez que les gens, c'est de l'SMH, que vous voulez les attirer pour venir chez vous. Réaliser un profit avec ces services. Financement croisé, ça veut dire que vous allez offrir un service qui va être payé, subventionné par d'autres personnes ou vous voulez faire gratuitement. N'oubliez pas que vous utilisez beaucoup de services gratuits, notamment les applications sur lesquelles vous êtes. La promotion. Comment entrer en contact avec vos clients? C'est ça la grande question. Donc, quels sont les canaux pour pouvoir les atteindre? Comment les atteindre? Est-ce que c'est en ligne ou en utilisant les réseaux sociaux? Par quels moyens nos clients préfèrent-ils être contactés? Qui vous contacte et par quels canaux? Il y a quelques années, on appelait beaucoup au téléphone pour proposer des produits. Maintenant, c'est beaucoup moins intrusif et on nous bombarde ailleurs sur d'autres réseaux sociaux. Mais sachez que chacun a des préférences et pour comprendre où sont vos clients et quelles sont leurs préférences, vous avez besoin de faire votre étude. Sur le processus, comment interagissez-vous avec les membres de votre communauté ou vos clients? C'est un cycle, comme je vous ai dit, qui est assez lent. Donc, vous avez besoin de le définir et de comprendre comment le faire et de mesurer aussi le degré de satisfaction. Parce qu'en mesurant le degré de satisfaction, vous pouvez prendre une décision de maintenir, de restructurer ou d'abandonner produits et services. Et comment vous pouvez innover dans l'établissement des relations avec ces clients-là. Pourquoi l'innovation? C'est très important d'innover tout le temps. Quand vous parlez d'innovation, on ne parle pas de faire de sortir avec des technologies qui sont destructives, mais on a besoin d'améliorer à chaque fois sur les process, sur la communication, sur la prestation, sur la livraison de la prestation pour nos clients pour qu'on puisse les fidéliser. N'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls sur le marché. L'environnement physique, à quoi ressemble l'environnement quand les clients utilisent votre service? Des facteurs comme l'ambiance, les normes, l'aménagement, la marque et l'impact. Et sur les personnes, les capacités des personnes influencent grandement la qualité du service. La capacité des personnels sont les connaissances, les compétences, l'attitude. Si vous avez un personnel qui est bien formé, qui connaît vos produits, qui connaît vos services, vous arriverez à convertir. Si vous ne définissez pas, vous n'éduquez pas ces personnes-là, vous aurez du mal à convertir ou arriver à vos fins. Je vais vite.
N'hésitez pas, Hana, s'il y a des commentaires sur la, la cadence, vous me le dites, j'essaierai d'aller moins vite. Non, il n'y a pas de souci, Houda. Pour l'instant, on a des questions, mais pas de commentaires. Parfait. Donc, la distribution, c'est qu'on crée de la valeur avec le produit ou le service. On s'accapare cette valeur via le prix. On la communique via les outils de communication. La distribution permet, quant à elle, d'apporter cette valeur au client. Donc, si vous ne distribuez pas, si vous n'arrivez pas à fournir ce produit ou service à vos clients, la valeur ne sera pas transférée. Donc, elle rend disponible le produit en temps et en lieu pour les clients potentiels. Sur une chaîne, la chaîne de valeur, on parle souvent dans la distribution d'une chaîne de valeur. Donc, elle regroupe tous les services qui ont ensemble pour fonction de concevoir, produire, commercialiser et promouvoir les produits de l'entreprise. Donc, ça, c'est la chaîne de valeur de porteur. Donc, vous voyez les activités de base qui sont la fabrication, la logistique d'approvisionnement, la logistique de commercialisation, le marketing et vente et les services. Ensuite, il y a les achats, recherche et développement, gestion des ressources humaines, infrastructure de l'entreprise, tout ça pour créer de la marge. La chaîne d'approvisionnement, il s'agit de la chaîne formée de l'entreprise, de ses fournisseurs, des distributeurs et finalement des consommateurs. Donc, c'est tous les maillons de cette chaîne qui vont être en amont les fournisseurs. On parle souvent d'amont et d'aval. Et donc, en amont, on a les fournisseurs et en aval, on a les distributeurs, ce qu'on appelle aussi les circuits marketing ou les circuits de distribution. Voilà, c'est un exemple d'une chaîne d'approvisionnement. Vous voyez les matières premières en mauve, donc plastique, aluminium, silicone et autres. Il y a aussi les pièces qui vont rentrer. Donc, il y a des pièces qui sont là comme les chips, les Sony, les CD-ROM et tout le reste. Donc, on va aller chez HP. Et HP va prendre des matières premières, mais va aussi prendre des matières transformées. Et il va produire des ordinateurs ou d'autres électroniques qu'il va revendre. Donc, c'est de revendeurs. On a quelques marques de revendeurs aux États-Unis. Ensuite, ça va vers le consommateur. Donc, ça, c'est la chaîne de l'amont. Et là, c'est la chaîne de l'aval. Nature et importance d'un circuit de distribution, c'est très, très important. C'est une influence sur toutes les autres variables du marketing. Le choix d'un canal de distribution implique en général un engagement à long terme de la part de l'entreprise. Quand on est déjà en négociation avec un distributeur, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que ce distributeur, peut-être que c'est vous qui êtes niche, mais peut-être qu'il est très sollicité et qu'il a besoin de choisir. Et donc, souvent, ça donne naissance à des contrats de distribution et dont les négociations prennent beaucoup de temps. Parfois, il y a des distributeurs qui demandent du référencement, parfois, il y a des distributeurs qui demandent du consignement, mais c'est important et c'est du long terme parce qu'on ne peut pas changer des canaux de distribution du jour au lendemain, que ce soit sur le service, puisqu'on est en train de perdre des clients qui sont sur ce canal-là. De nombreux termes pour les différents intermédiaires de réseau sont aussi importants. Donc, on parle d'intermédiaires et on veut savoir que font ces intermédiaires. Ben, ces intermédiaires, ils créent de la valeur. Donc, vous voyez, on a les producteurs, on a les clients, mais on a aussi le distributeur. Donc, sur la première partie, une société va vendre à différents clients. Donc, la deuxième société va vendre à un seul client, mais d'autres, ils vont faire du croisé. Mais quand on a un distributeur, tout le monde va vendre un seul distributeur et tous les distributeurs vont vendre à des clients différents. Vous voyez que plus on a d'intermédiaires, plus la valeur ajoutée est là. Et donc, on est sur un indice de 9 ici, alors qu'on est sur 6 en passant par un seul distributeur. Les intermédiaires, encore une fois, il y a des fonctions transactionnelles. Donc, il y a la partie négociation, il y a la partie prise de commande, il y a la partie achat, paiement et vente. Sur les fonctions logistiques, on a le transport, on a le stockage, on a l'assortiment et on a le tri.
Et sur les fonctions facilitatrices, on a le financement, le partage des risques, l'information et la promotion. C'est important de prendre tout ça. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de ressources, de disponibilité de vos ressources humaines et de vos ressources financières. Il faut comprendre que c'est très taxant et il faut avoir les capacités humaines et les capacités financières pour pouvoir assurer tout ça. Parce que pour la prise de commande, vous pensez que c'est assez simple, mais croyez-moi que ça devient de plus en plus compliqué parce que là, l'information existe et les autres, il n'y a plus de proximité. La proximité est le téléphone. Sur beaucoup de produits et services, c'est le téléphone. On va retrouver n'importe quel produit et service via notre téléphone parce qu'on est connecté tout le temps. Donc, cette notion de proximité est toujours là et la proximité à différents acteurs est très importante. Donc, si vous n'agissez pas sur tout ça, le client de plus en plus averti, le client de plus en plus exigeant va demander une qualité de service de plus en plus haute. Et c'est là où il faut comprendre comment le satisfaire et comment le garder. Donc, un niveau d'un circuit correspond à un échelon intermédiaire qui, par son action, rapproche un peu plus l'acheteur final du produit. Donc, on parlait de notion de longueur de circuit. On a des circuits courts, on a des circuits courts, on a des circuits lents, mais on a aussi des circuits de distribution directe et indirecte. Donc, quand il s'agit de direct, donc il y a le producteur vers le consommateur client directement. Ensuite, on a le producteur qui va passer par un détaillant ou un revendeur spécialisé. On a aussi un producteur qui va passer par un grossiste. Ensuite, le grossiste va vers le détaillant et le détaillant va vers le consommateur. Si on prend aussi l'exemple du FMCG, Fast Moving Consumer Goods, donc les produits que vous utilisez le plus. Ces produits, on va dire, une boisson que vous utilisez. Là, vous trouvez, soit vous pouvez l'acheter directement en ligne et on est en direct, soit vous pouvez l'acheter dans les magasins de ce fournisseur, soit vous passez à un détaillant, donc le fournisseur, il va chez un détaillant qui, lui, va vous vendre. Sinon, le fournisseur va vendre à un grossiste en grande quantité, et donc le grossiste va encore vendre à un détaillant, et le détaillant, c'est le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur. À chaque fois qu'il y a un intermédiaire, croyez-moi qu'il y a une commission et il y a une valeur qui est générée. Donc, la longueur du canal, on a parlé du direct et l'ultra lent. Donc, on a quand on est en direct, on a une meilleure connaissance des quantités et qualités du marché. Dans le cas de notre boisson, ben, si on n'est pas en direct, on ne sait pas combien est-ce qu'on a vendu parce que la majorité est toujours en circuit et on ne saurait qu'au retour, quelques mois après ou quelques jours après, ça dépend de votre organisation. Ça vous permet de réagir plus rapidement et pas besoin d'argumenter avec l'intermédiaire. Donc, les inconvénients, c'est être capable de remplir toutes ces fonctions et d'investir lourdement en humain. L'ultra lent, il permet une réduction des besoins en trésorerie, une meilleure planification de la production, frais de force de vente réduits, et on a aussi le court et on a aussi le long. Donc, c'est vous qui définissez en fonction de vos capacités et aussi en fonction de votre trésorerie. Les différents intermédiaires, on va en citer quelques-uns. Donc, intermédiaire tout court, c'est quelqu'un qui est entre le fabricant et le marché des utilisateurs finaux. Un agent commercial, c'est intermédiaire détenant l'autorisation légale d'agir au nom du fabricant. Un grossiste, c'est un intermédiaire qui vend à d'autres intermédiaires, habituellement aux détaillants. Ils travaillent généralement sur le marché de la consommation, comme j'ai donné l'exemple du Fast Moving Consumer Goods. Et le détaillant, qui est un intermédiaire qui vend aux consommateurs. Ben, le distributeur, c'est un terme imprécis désignant généralement des intermédiaires assumant les nombreuses fonctions de distribution telles que la vente, le maintien d'inventaire, l'avance de crédit, etc., etc. Et le marchand,
terme encore plus imprécis, parfois synonyme de distributeur, de détaillant ou de grossiste. Un système simple de distribution physique et comme ça, donc on va partir d'un processus de traitement de commande, un entrepôt, un transport et justement directement au client, le client qui va demander au vendeur et qui va aller encore pour traiter les commandes. Ça, c'est très, très simple. J'arrive maintenant à l'e-commerce. Je sais que vous aurez certainement beaucoup de questions parce que je présume que, comme je ne peux pas savoir sur quel secteur d'activité vous agissez, je voudrais vous donner un avant-goût de ce qui se passe. Et donc là, c'est l'e-commerce qui prend de plus en plus d'ampleur. Et avant de s'y attaquer, je voudrais vous expliquer quelques terminologies qui sont très importantes. Donc, dans la relation vendeur-acheteur, il y a plusieurs types que vous allez voir. Donc, il y a plusieurs acronymes qui sont utilisés. L'échange électronique entre les entreprises et le gouvernement, c'est appelé du B2G, donc acronyme anglais pour Business to Government, donc entreprise à gouvernement. Le B2B, qui est d'entreprise à entreprise, business to business. Du B2E, dans l'anglais, c'est business to employee, ceux qui vendent des prestations pour leurs employés. Le B2C, c'est celui que vous connaissez principalement le plus. C'est du business au particulier, donc entreprise à consommateur ou entreprise à client. Par exemple, les sites web marchands, il y en a de plus en plus. Et le dernier, c'est des particuliers en particulier. Et là, c'est consumer to consumer, donc peer-to-peer. Je sais, par exemple, vous êtes sur Avito et c'est des personnes qui vont vendre à des personnes. Mais par contre, sur Avito, vous pouvez aussi trouver d'autres. Donc, dans ce cas, 3 systèmes d'échange coexistent, on cite aussi, donc consumer to consumer, donc les particuliers qui s'échangent, la vente aux enchères. Dans d'autres pays, c'est très, très fréquent. Il y avait eBay depuis très, très longtemps. Et donc, c'est l'enchère. On va mettre un produit, on va démarrer et les gens vont se réenchérir dans ce cas. Les tiers de confiance, il y a des sites qui sont spécialisés, PAL, Priceminster, la FNAC et tout le reste. Il y a aussi le petit annonce, comme je vous ai dit, Avito, Facebook Marketplace, deals.jumia.ma. Commerce entre entreprises et particuliers, donc le B2C. On a plusieurs biens qui peuvent être faits, donc les livres, les CD, les DVD, les appareils technologiques, comme tout ce qui est électronique, PC, Hi-Fi électronique, le tourisme et les voyages. Vous savez, on achète beaucoup de billets, même l'ONCF maintenant, on peut acheter un billet en ligne, on peut faire des locations en ligne. Les produits de grande consommation sur les supermarchés en ligne, les produits d'imprimerie, il y en a au Maroc. Et ceux que je connais, c'est 24 heures print, je pense, .ma. Les produits d'habitat, des vêtements de primaculture et j'en passe. Il y a aussi d'autres services qui sont moins, on va dire, fréquents, mais principalement le développement de la photographie numérique, le téléchargement de musique ou le streaming de musique, la location de DVD par Internet ou on va dire Netflix, du streaming, et la vidéo à la demande. Commerce entre entreprises, B2B, ça revient. Donc, le textile, le fast moving consumer goods, le BTP, les tracteurs. Je sais que il y a Chali.ma avec vous, donc je tenais à vous dire que c'est un modèle aussi de B2B. Donc, ils ne travaillent qu'avec des entreprises ou des personnes ou des commerces. Dans leur cas, c'est des épiceries. Et il y a le combiné. On a parlé du consommateur tout à l'heure et on a dit que le consommateur, on a besoin de le connaître, de l'identifier et de savoir où est-ce qu'il est pour pouvoir l'atteindre. Et donc, si on sait qu'il est
soit omnicanal, soit le même type est sur différents circuits. Donc, on va passer sur des ventes combinées. Donc, dans le monde du commerce en ligne, l'expression click to and mortar, ça veut dire c'est de façon complémentaire, c'est de la vente en ligne en plus de la vente en magasin. Presque tous les supermarchés du Maroc sont passés du supermarché à la notion de livraison. Et donc, ça, c'est comme, par exemple, Marjane, qui est passé en click and mortar. Il y a du tout virtuel, mais il y a aussi du combiné. Amazon, par exemple, vous savez que Amazon, c'est le géant du e-commerce et que maintenant, il a aussi la partie en physique parce que les gens ont besoin aussi de lire, ont besoin de toucher et c'est important de comprendre où est le consommateur pour pouvoir le satisfaire. La monétique, pour pouvoir développer le commerce électronique ou le e-commerce, on a besoin de comprendre que la notion de monétique, la notion de paiement en ligne est très, très importante. Donc ça, c'est les données du CMI, du Centre monétique interbancaire, qui chaque année publie des statistiques et que ces statistiques au Maroc sont en hausse. Depuis plusieurs années, on voit que le nombre de transactions augmente, mais aussi le volume de transactions augmente aussi et que les gens, avec la bancarisation, avec l'utilisation des cartes en ligne et de faire confiance aux achats en ligne, on arrive à le faire. Ceci est la cartographie, selon le CMI, de nombre de la segmentation de leurs clients qui ont la possibilité d'utiliser du TPE. Donc, on a 1695 supermarchés par marché. Je pense que le plus, c'est ceux qui ont le plus, c'est l'hôtellerie, 4 étoiles et 5 étoiles, avec 4091 points de vente. On arrive aux ventes multicanaux. C'est pour développer une stratégie multicanale permet d'associer Internet, la télévision numérique, les services mobiles et les magasins physiques. L'intérêt d'un tel dispositif est d'exploiter le nombre croissant de consommateurs qui utilisent pour leur achat de multiples canaux de distribution interactifs. Donc, cette forme de distribution permet également de faire face à certains obstacles inhérents aux caractéristiques du canal électronique. Certains consommateurs ne veulent pas payer en ligne, ils ont peur. Moi, je sais qu'il y a une certaine tranche d'un certain âge qui a l'habitude de toucher l'argent, qui a l'habitude de ne pas faire confiance à tout ce qui est technologique ou par crainte. Et donc, ils ont besoin de ces ventes multicanaux. Donc, dans tous les cas, la stratégie multicanale nécessite une bonne organisation particulière sur de nombreuses fonctions, que ce soit sur la gestion de la logistique, les systèmes d'information, la relation client, le prix, la promotion, la fidélisation. Et donc, c'est là où il s'agit désormais d'un e-business. Donc, e-business et commerce en ligne. Vous retrouvez les deux notions. Bien que l'un des piliers du e-business soit le commerce en ligne, ces deux termes sont de signification très, très différentes. Donc, le commerce en ligne permet à un marchand de vendre tout simplement en ligne ses produits. Il s'agit donc d'une vente par correspondance sur Internet. Le commerce en ligne ne garantit pas le succès du site en lui-même, car il n'offre pas de fonctionnalité limitée du panier. Mais le e-business, lui, il comporte la mise en œuvre en amont pour concrétiser une vente et assurer une fidélisation du client. Il est composé des relations d'échange d'ordre différents, donc du mailing, l'action de fidélisation, les promotions, les services après-vente. Et donc, une solution e-business est un ensemble d'outils qui, d'une part, permettent de créer un site commerce en ligne et d'autre part, permettre la disposition aux marchands tous les moyens nécessaires pour prospecter, fidéliser ses clients. Je ne sais pas si vous avez par exemple, des applications pour votre téléphone mobile qui à chaque fois vont vous faire des push notifications, des alertes push. Ils vont vous dire qu'il y a maintenant, si vous avez gagné des cadeaux, ils vont comprendre que vous avez renseigné un formulaire et sur votre formulaire, vous avez
ils vous ont demandé votre anniversaire et c'est là où ils vont vous faire un cadeau durant votre anniversaire. Là, on appelle du e-business parce qu'on utilise tous les éléments pour pouvoir, comme j'ai dit, prospecter, fidéliser et vendre à ce même client. Donc, sur les composantes, on a le e-procurement, donc on va acheter en ligne. On a les online stores, on a les marketplaces, les communautés en ligne, parce qu'on parle de plus en plus de communautés et moins de clients. Et on a aussi les compagnies qui sont en ligne. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, faites-le via LinkedIn et non pas Facebook. Et je suis tout à vous pour vos questions. N'hésitez pas. Ouda, merci infiniment. Bravo. Merci beaucoup pour cette formation sur le commerce et la distribution. Maintenant, on va prendre les questions. Donc, on y va. On va commencer avec une question de Hicham. Alors, Hicham demande quelle est la meilleure stratégie pour inviter des vendeurs à exposer leurs produits sur une marketplace, sachant que c'est gratuit? Pardon? Quelle est la meilleure stratégie pour inviter des vendeurs à exposer leurs produits sur une marketplace en sachant que c'est gratuit? Ce n'est pas une question de gratuit. Vous savez, comme je vous ai dit sur les distributions, c'est souvent des contrats qui sont en négociation. Maintenant que c'est dématérialisé, qu'on a des marketplaces, qu'est-ce que c'est, même si c'est gratuit, cette marketplace, qu'est-ce qu'elle offre comme communauté? Est-ce que nos clients sont sur cette marketplace? Est-ce qu'on a la possibilité de les cibler encore plus? Quelles sont les informations qu'on peut avoir de cette communauté? Comment se fait la livraison? Comment se fait le retour de ces clients-là vers cette marketplace? Maintenant, gratuit ou pas gratuit, ce n'est pas forcément la bonne chose. Même si on offre gratuitement des choses, ce n'est pas évident. Donc ça dépend de l'offre de valeur. L'offre de valeur, excellent. Oui. Très, très bien. Merci pour la réponse, Ouda. On prendra la deuxième question de Nadia. Nadia cherche des partenaires. En fait, elle dit, pour notre production de spiruline, nous cherchons des partenaires pour développer le commerce de la spiruline. Bon, il ne s'agit pas là forcément de lui indiquer des partenaires, mais que pourrais-tu lui conseiller, Ouda, pour en trouver? Déjà, la spiruline, c'est soit un complément alimentaire, c'est un complément alimentaire et déjà, il faut s'assurer qu'ils ont un avantage par rapport à ce qui se fait sur le marché. Comme j'ai expliqué, on ne peut pas vendre un produit sans comprendre quelle est notre proposition de valeur. Qui sont nos clients, par exemple, elle veut passer par des revendeurs. Est-ce que ces revendeurs ont déjà des produits similaires? Est-ce qu'ils ont les mêmes produits et à quel prix? Quelles sont les quantités qu'ils font? Il faut comprendre tout ça pour pouvoir se faire un marché avec ces revendeurs-là. Je dis n'importe quoi. Par exemple, pour votre spiruline, elle arrive sur des capsules, des gélules de sang et vous les vendez à 110 dirhams alors que vos concurrents les vendent à 120. Donc, vous avez un avantage concurrentiel sur un produit identique. Vous pouvez aussi les vendre à 150, mais vous avez des certifications que les autres n'ont pas et que vous avez rajouté d'autres ingrédients. C'est votre positionnement, il faut comprendre comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché et quelle est votre valeur ajoutée par rapport à vos distributeurs. Sachez que quand vous avez un prix et que vous êtes en multicanal ou en combiné, si vous avez un prix direct consommateur et vous passez par un distributeur, ben ce prix distributeur va prendre en compte, va réduire vos marges, mais peut augmenter vos quantités. Donc, il faut prendre tout ça en considération et avoir une stratégie de produit, mais une stratégie aussi de prix qui soit bien ficelée. Effectivement, effectivement. Merci, Ouda. On prend la question de Amine qui demande si la plateforme Shopify est un bon choix pour faire le e-commerce. Oui, je pense que Shopify, c'est parmi les premiers où on pouvait faire du e-commerce. Mais Shopify, c'est juste une
une plateforme pour faire un site web e-commerce assez rapidement. Ça ne fait pas la promotion, ça ne fait pas le marketing, ça ne cherche pas des clients. Exactement. Ça vous met juste un outil technologique qui est packagé, qu'on peut customiser, on va dire, qu'on peut mettre à nos couleurs et mettre nos produits assez rapidement, qui nous permet la gestion. Mais ça ne fait pas le commercial et ça ne ramène pas le marketing, encore une fois, ça ne ramène pas des clients forcément pour pouvoir acheter ou pas de notre site. Il faut savoir qu'aussi, il faut comprendre si le site est, si vous avez CMI, si vous pouvez accepter des paiements en ligne au Maroc, comment la chaîne de valeur de distribution de logistique va s'opérer. Mais c'est juste, oui, vous pouvez utiliser Shopify, vous pouvez utiliser WooCommerce, vous pouvez utiliser plein de choses pour pouvoir créer votre site e-commerce. Mais c'est une vitrine, hein? C'est comme si vous faites une location d'un magasin quelque part. Votre magasin, il peut être en centre-ville, ça veut dire que vous allez payer pour du marketing de passage, vous allez créer du trafic, comme vous pouvez louer un magasin à côté de la Palmeraie, parce que c'est loin. Non, mais on va dire dans un quartier résidentiel, par exemple. Pardon? On va dire quartier résidentiel, par exemple. C'est un quartier résidentiel, mais pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de passages. Beaucoup de passages, exactement. Très, très bien. Oui, voilà, merci beaucoup, Ouda. Alors, restant dans la thématique des marketplaces, on a Ala qui dit en tant que fondateur d'une marketplace spécialisée dans le domaine de l'électronique, est-ce que la technologie de la marketplace est primordiale et quel serait votre conseil pour réussir la notoriété et l'image de marque de la marketplace? Ala nous ajoute aussi qu'il dit nous utilisons Magento comme technologie. Moi, je ne suis pas sur la partie technique à Ala. Je comprends que marketplace veut dire communauté aussi. Donc, combien de personnes vous avez en communauté? Qu'est-ce que vous offrez à ces personnes-là? Comment on veut fidéliser les clients? Est-ce que vous offrez, vous avez une segmentation de vos clients? Comment vous agissez pour attirer plus de clients pour vos opérateurs? Vous avez, si vous êtes une marketplace, ça veut dire que vous avez, c'est beaucoup de B2B. Et pour ces B2B, vous ramenez du B2C. Vous ramenez des consommateurs. Donc, encore une fois, c'est bien de créer le concept, mais il faut ramener le trafic, il faut avoir de la valeur ajoutée pour tous les composants, tous les opérateurs, sur toute la chaîne de valeur. On a parlé de chaîne de valeur. Donc, il y a de la valeur ajoutée dans toute la chaîne de valeur. Il faut la marketer, il faut voir comment est-ce que vous pouvez vous positionner sur votre marché électronique. C'est quel type d'électronique? Est-ce que c'est de l'électronique ménager? C'est du hi-fi? C'est comment? Et comment est-ce que vous pouvez faire du marketing pour attirer plus de personnes? Excellent, merci Ouda. On prendra aussi la question de Lamia. Alors Lamia demande, existe-t-il des logiciels gratuits d'analyse de marché? Gratuit d'analyse de marché. Déjà, c'est quel marché? Il y a des marchés, on va dire. Il y a un marché local, comme on est sur une région, il y a un marché local où souvent on ne trouve pas l'information en temps réel. Donc déjà au Maroc, on a un problème d'information en temps réel. Est-ce qu'on peut schématiser ces marchés-là? Est-ce qu'on peut trouver modéliser cette information? Oui, on peut le faire. Il y a des applications, il y a aussi des sociétés qui offrent maintenant de l'intelligence artificielle pour pouvoir modéliser, mais plus il y a d'informations, plus c'est facile à modéliser. S'il y a peu d'informations, on ne trouvera pas. Est-ce qu'il y a des applications que je connaisse? Non, mais par exemple, sur des marchés à l'international, on va trouver par exemple Statista, qui va donner des données statistiques importantes. Par exemple, au Maroc, ce que je sais qui ont des statistiques qui sont assez récentes, c'est les douanes. Donc, les douanes ont un certain nombre d'informations. Quand il s'agit d'export, on a
j'ai oublié ceux qui traitent le change. L'office d'échange? L'office d'échange. Donc, on a l'information des offices d'échange, mais c'est des services payants. Il y a aussi l'OMPI qui offre Direct Info, c'est ça? Et c'est aussi toujours payant. Donc, il y a un certain nombre d'informations gratuites, pas forcément, mais si on veut de la qualité, on a besoin de dépenser aussi. Oui, ben, j'invite la mienne aussi à visiter marrakechinvest.ma, qui est le site, la plateforme vitrine de la région Marrakech-Safi et qui comporte des données sur la région pouvant peut-être l'aider dans sa démarche. Parfait. Excellent, merci Houda. Alors, on revient aux questions. Hicham demande, à votre avis, qu'est-ce qui empêcherait un grand distributeur à adhérer à une marketplace? Vous n'avez pas assez de la taille critique pour l'intéresser. Je vous explique comment ça marche chez d'autres personnes. Donc, on va dire, nous, pour un service, on a un service achat dans une entreprise et un service commercial. Donc, le service achat peut traiter avec un certain nombre de personnes. Donc, si on a une personne, donc c'est une journée de 8 heures, elle a besoin soit de faire du normal, du téléphone, de l'emailing, soit il y a un ERP qui va avoir un flux d'informations entrant et sortant qui vont gérer tout ça. Et donc, si on démultiplie les canaux, les canaux, ben, il faut une gestion de toutes ces personnes-là. Et souvent, si on n'a pas en interne les ressources nécessaires, on ne peut pas dire on va être sur une nouvelle marketplace, on va gérer notre présence sur une nouvelle marketplace. Et, parce que si on adhère et on ne fait rien, c'est très mauvais pour notre marque. Si on adhère et on n'a pas les moyens, c'est pas évident. Si on adhère et ça nous coûte de l'argent, est-ce que ça rapporte assez d'argent pour pouvoir et que l'entreprise ne paie rien du tout? C'est des coûts. C'est des coûts en ressources humaines, c'est des coûts en organisation qui peuvent avoir des impacts sur la performance, on va dire. Exactement, exactement. Ok, très bien, merci Houda. On peut encore prendre deux petites questions, Houda? Oui, avec plaisir. Très bien, merci. On prendra la question de Zineb demande plutôt des conseils. Je pense qu'elle veut se lancer dans le commerce d'épicerie fine et voudrait voir si tu as des conseils à lui donner. Bien sûr. Ben, encore une fois, il faut toujours trouver une niche. Ouais. Vous voulez épicerie fine, ça peut être une épicerie fine marocaine, ça peut être une épicerie fine internationale, ça peut être une épicerie fine très, très locale, ça peut être une épicerie fine de produits, je dis n'importe quoi, coréen. Mais il faut connaître son client et il faut lui poser la question, qu'est-ce qui l'intéresse le plus? Et quelle est votre offre de valeur? On n'invente rien, on se positionne et on maintient un positionnement avec une communication fluide, engageante et une valeur ajoutée à tous les coups pour pouvoir fidéliser les clients. Voilà, très bien. On souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès à Zineb. Ikhlas demande quelle est la meilleure stratégie marketing pour augmenter ses ventes dans une marketplace qui cible les Américains. Stratégie marketing. On va dire, la meilleure stratégie marketing, c'est d'être innovant, de sortir du lot. Elle reste sur le marché américain, elle précise. Encore pire parce qu'il y a 350 millions de personnes et une multitude d'opérateurs qui essaient d'opérer sur un marché qui est un marché de masse. Et là, c'est beaucoup plus cher, on va dire. Si même on veut faire du marketing digital, ben, ça coûte plus cher d'aller sur des marchés qui sont saturés. Donc, moi, c'est de bien connaître sa niche et de faire des choses différemment, avec beaucoup de créativité, avec beaucoup de transparence et de donner plus qu'on… comment dirais-je, de livrer
d'un service ou un produit, beaucoup ce que les gens attendent. Comme ça, le bouche à oreille fonctionne après. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Houda. C'est vraiment très gentil à toi. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle à tous ceux qui nous ont suivis que la vidéo de Houda serait disponible bientôt sur la plateforme et que vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux pour récupérer le lien du live aussi si vous voulez tout de suite la revisionner. Houda, on mettra ton compte le lien vers ton compte LinkedIn après demain peut-être avec la vidéo de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Avec plaisir, ce fut un plaisir pour moi aussi. Si vous avez des questions et vous voulez les poser, allez-y, posez-les directement sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans 2 semaines. Inch'Allah, Inch'Allah. Bon courage pour tes projets. Merci beaucoup, Houda. Et à Merci, très bientôt, je te dis. Au revoir. Allez, salut, au revoir.